Malheureusement, pour la paix dans le monde, j'ai eu raison lorsque, en décembre 2021, j'ai annoncé que Vladimirovitch Poutine allait envahir l'Ukraine au mois de janvier. Alors je me suis trompé d'un mois, parce que l'invasion a eu lieu le 24 février. Il faut dire qu'entre-temps, Xi Jinping a demandé à Vladimir Poutine de reporter l'invasion après les Jeux Olympiques. Pour l'anecdote, début janvier, Xavier Moreau a dit que Poutine n'envahirait probablement pas l'Ukraine. Je ferme la parenthèse. La plupart des analystes, au mois de décembre, au mois de janvier, disaient que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était totalement impossible, totalement improbable pour des tas de raisons plus bidons les unes que les autres. Donc je vous renvoie à la bonne vidéo que j'avais fait au mois de décembre à l'époque. Donc j'ai eu malheureusement raison, comme j'ai eu raison depuis quelques temps, depuis quelques années, sur le Covid et sur les conséquences, sur les bracelets électroniques sanitaires et autres. J'ai eu raison malheureusement sur la défaite de Donald Trump. J'ai eu raison lorsque j'ai dit qu'effectivement le temps jouait contre Vladimir Poutine en Ukraine et que l'enlisement guettait l'armée russe. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes le 28 mars, malheureusement, heureusement, en tout cas, bon, c'est comme ça, 28 mars, l'enlisement est un constat. Je suis, encore une fois, ni partisan de l'Ukraine, ni partisan de la Russie, je ne suis totalement neutre et indépendant dans ce conflit, encore une fois, intra-européen, guerre civile, inter-européenne, guerre civile entre Ariens, donc c'est absolument scandaleux, donc naturellement, je suis neutre, mais je suis objectif, voilà, et je suis objectif et indépendant. Cette chaîne n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne d'analyse politique et de prospective politique, mais la prospective, elle se fait pas à 15 jours, ou à 10 jours, ou à 15 jours, elle se fait à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Il faut raisonner politiquement comme raisonnent les hommes politiques. On n'est pas, bien sûr, dans la tête de Zelensky ou de Vladimir Poutine ou de Joe Biden, mais mais je raisonne effectivement en responsable politique, je raisonne en idéologue et en stratège. J'ai déjà expliqué ici, et je persiste et je signe, les États-Unis veulent une guerre longue, les Occidentaux veulent une guerre longue. Dès le deuxième jour de la guerre, ils ont dit que la guerre serait extrêmement longue. C'est pas parce qu'ils voient dans une boule de cristal, c'est parce qu'ils veulent une guerre longue. L'État profond, l'État américain fondamentalement veut une guerre longue, puisque l'État est fait pour faire la guerre, mais les guerres doivent être populaires. Biden ne peut faire que des guerres populaires, alors ça peut être la guerre contre l'État islamique, la guerre contre le réchauffement climatique, la guerre contre le Covid, mais la guerre classique, la guerre des Ukrainiens contre les Russes, c'est parfait, puisque c'est une guerre classique avec des bâtiments détruits, avec des femmes et des enfants qui meurent sous les caméras des iPhones et sur YouTube. Donc à partir de là, effectivement, on peut mobiliser l'opinion publique, on peut multiplier les lois, multiplier les taxes, c'est le but de l'État. Donc l'État est fait pour faire la guerre, mais faut-il que la guerre soit populaire, et là, on a une guerre populaire, on tient une guerre populaire, donc c'est formidable pour Biden, c'est formidable pour Macron, qui malheureusement va être réélu dans un fauteuil. Là aussi, j'espère que je vais me tromper, mais malheureusement, je me trompe pas souvent. Donc voilà, les Américains veulent, et les Occidentaux veulent une guerre longue. Zelensky veut une guerre longue aussi, parce que le jour où si la guerre devait s'arrêter demain matin, et si les Russes devaient totalement évacuer l'Ukraine, eh bien, lui serait rapidement chassé du pouvoir. J'ai expliqué ça dans la dernière vidéo. Maintenant, on a également un personnage qui veut une guerre longue, qui est Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. C'est le sujet de cette vidéo, et naturellement, l'une des grandes conséquences de cette guerre ukraino-russe, ou russo-ukrainienne, sera l'émergence et peut-être l'essor du nouvel empire ottoman que désire Recep Tayyip Erdogan depuis maintenant des années. C'est le sujet du jour, c'est parti. Certes, Vladimir Poutine et les cadres de l'armée russe ne sont pas fous, ils n'ont envoyé en Ukraine que 50% de leur capacité militaire, ils ne peuvent pas comme ça dégarnir leurs frontières et s'exposer éventuellement à une invasion. Déjà, s'exposer avant de parler d'invasion, parce que c'est quand même une puissance nucléaire, donc on se demande qui pourrait envahir la Russie, mais ils évitent ainsi la tentation d'indépendance d'un certain nombre de républiques au sein de la Fédération de Russie, indépendance peut-être du
Daghestan, de la Tchétchénie, de la Sibérie. Vous savez, il y a un très grand nombre de républiques au sein de la Russie, déjà, et puis ils évitent aussi que peut-être un certain nombre de pays viennent rogner certaines parties de leur territoire. Je pense à la Finlande, qui pourrait avoir l'ambition de récupérer la Carélie, qui a été perdue au cours de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait penser à la Mongolie ou à un certain nombre de pays, peut-être le Kazakhstan, un certain nombre de pays qui pourraient récupérer certains territoires. Donc Poutine et l'armée russe ne peuvent pas complètement dégarnir son armée, dégarnir ses frontières. D'ici une dizaine de jours, nous sommes aujourd'hui le 28 mars, eh bien les réserves en termes de munitions, en termes de blindés, en termes d'avions, en termes de missiles seront épuisés. En tout cas, le budget qui était consacré à cette opération spéciale en Ukraine seront épuisés en ce qui concerne la Russie. Donc la guerre intense, de haute intensité, devrait s'arrêter, mais il est très fort peu probable que la Russie se évacue complètement la totalité du territoire ukrainien. Ils resteront au moins en Crimée et au moins au Donbass, et dans ce cas-là, eh bien la guérilla se poursuivra. C'est la volonté de Washington, c'est la volonté de Zelensky, et c'est la volonté ô combien des Turcs. Je rappelle les Turcs qui, dès le premier jour de l'invasion russe en Ukraine, a soutenu absolument l'Ukraine, a envoyé tout de suite les TB2, a tout de suite envoyé ses drones, a tout de suite envoyé des armes et des munitions. Parce que naturellement, plus la guerre va durer, plus longtemps la guerre sera en Ukraine, plus la Russie s'affaiblira. C'est le calcul que fait Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, il est membre de l'OTAN, donc grâce au parapluie de l'OTAN, il ne va pas attaquer directement la Russie, mais qu'est-ce qui l'empêche demain matin d'envahir la Géorgie, d'envahir l'Arménie, d'envahir l'Azerbaïdjan, d'envahir les pays d'Asie centrale, Turkménistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan peut-être, et de récupérer des populations turcophones, musulmanes sunnites, et récupérer aussi d'énormes réserves de pétrole et de gaz. La grande ambition d'Erdogan et des dirigeants turcs depuis des années, c'est de reconstituer cet empire ottoman qui a été démantelé en 1919. En 14-18, l'empire ottoman était l'allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, et a été démantelé suite à la défaite effectivement des empires centraux. Et donc l'empire ottoman a perdu alors toutes ces colonies arabes, on va dire, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite. Donc vous imaginez les immenses réserves de pétrole et de richesses qui ont été perdues à ce moment-là. La grande ambition de la Turquie en 2003, souvenez-vous, lors de l'invasion de l'Irak décidée par George Walker Bush, tous les pays voisins de l'Irak, y compris l'Iran qui s'était battu quand même pendant 10 ans dans les années 80 contre l'Irak, y compris le Koweït qui avait été envahi en 1990 par l'Irak, y compris la Syrie de Bachar al-Assad qui était un grand ennemi de l'Irak, ont exhorté les Américains, et même les Israéliens ont exhorté les Américains de ne pas envahir l'Irak et de ne pas déstabiliser Saddam Hussein. Les seuls qui soutenaient les Américains et les Anglais pour la déstabilisation de Saddam Hussein, c'était la Turquie. Et au dernier moment, les Turcs ne sont pas intervenus. Ils ont refusé que les Américains attaquent l'Irak depuis leur territoire, depuis le nord. Les Américains ont bien compris, et les Anglais ont compris le jeu des Turcs. En fait, les Turcs ont poussé les Américains et les Anglais à déstabiliser Saddam Hussein, parce qu'ils pensaient qu'une fois Saddam Hussein déstabilisé et tué, éventuellement, ou arrêté ou tué, et l'Irak complètement détruit, eh bien, eux, les Turcs, allaient pouvoir entrer en Mésopotamie, sous le casque de l'ONU, sous l'égide de l'OTAN, et récupérer, effectivement, les richesses de l'Irak. Donc les Américains et les Anglais n'ont pas été dupes, ils ont déstabilisé le régime de Saddam Hussein, mais ils ont mis en place une démocratie, comme la majorité de la population irakienne est chiite, et puis une partie également kurde, etc. Eh bien, on a abouti à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte d'éclatement de l'Irak. Du coup, la Turquie a mis en place une politique nouvelle, qui a été celle de favoriser un nouvel État qui s'appelle Daesh, qui s'appelle l'État islamique. Donc l'État islamique est une émanation directe d'Ankara. Alors l'Iran avait dans la région comme soutien le Hezbollah, l'Arabie Saoudite soutenait Al-Qaïda, et la Turquie le bon vieil État islamique, même si cet État islamique a aussi en partie dégénéré et s'est retourné à la fin, dans les années 2015-2016, s'est retourné contre la Turquie. Mais
Globalement, l'idée, c'était effectivement de récupérer la Mésopotamie, de récupérer éventuellement peut-être demain l'Arabie Saoudite. C'était le projet turc. Ce projet a tourné court. Il y a quelques années, il y a maintenant 2-3 ans, les Turcs ont eu l'ambition de récupérer un certain nombre d'îles grecques. Depuis, la France a livré à la Grèce des avions Rafale, des missiles Météor. Donc aujourd'hui, plus question pour l'armée turque de se frotter à l'armée grecque. La Turquie aujourd'hui est impliquée et soutient le gouvernement légitime de Tripoli en Libye, a des ambitions sur la Libye. Naturellement, la Turquie aujourd'hui doit affronter la colère de l'Égypte qui soutient le maréchal Haftar, ainsi que d'autres pays qui soutiennent Haftar. Donc le projet d'expansion turque en Libye est quelque peu contrarié. Aujourd'hui, finalement, cette guerre russo-ukrainienne est une aubaine extraordinaire pour la Turquie, qui compte tirer les marrons du feu. Plus la Russie va rester dans cette guerre ou dans cette guérilla en Ukraine, dans le Donbass et peut-être en Crimée. Et à mon avis, encore une fois, il y a très peu de chances que la Russie demain quitte la Crimée, quitte Sébastopol et quitte le Donbass. Il y a même quasiment aucune chance. Donc la guérilla va se poursuivre, et ce qui va affaiblir la Russie et ce qui est à l'avantage de la Turquie. Et derrière la Turquie, il y a les États-Unis. Les États-Unis qui poussent le petit poussé turc pour déstabiliser le plus possible la Russie, pour réduire la puissance russe au maximum. Alors si demain la Turquie devait devenir une superpuissance du pétrole et une puissance inquiétante, peut-être que les Américains changeraient leur fusil d'épaule, mais pour l'instant, ils jouent à fond la carte de la Turquie. On se souvient qu'à l'époque de la guerre du Kosovo, et même à l'époque de la première guerre d'Yougoslavie dans les années 1991, les Américains ont soutenu systématiquement la Turquie, et notamment les Bosniaques et les Kosovars, parce que musulmans et parce que inféodés à Ankara, et parce que ancien colonisé dans l'Empire ottoman qui s'étendait naturellement jusqu'en Europe. Donc les Américains ont toujours joué à fond la carte turque, contre principalement les Russes et contre les Serbes, en l'occurrence en Yougoslavie, les Serbes étant des alliés et des Slaves et des alliés historiques des Russes. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Cette analyse, effectivement, qui consiste à dire que la guerre russo-ukrainienne fait le jeu de l'État profond américain, mais aussi fondamentalement de la Turquie, n'est pas incompatible avec les précédentes vidéos où j'expliquais que Kadyrov avait l'ambition de devenir le successeur de Vladimir Poutine, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, ou du fait que demain les ukro-nazis seront vraisemblablement majoritaires dans l'opinion publique ukrainienne et sont fondamentalement les ennemis de Zelensky. Alors aujourd'hui c'est l'union sacrée contre la Russie, mais si la guerre devait s'arrêter, eh bien cette union sacrée exploserait et Zelensky serait balayé. C'est pour ça que Zelensky a besoin que la guerre dure. Je rappelle qu'en 1946, Churchill a perdu les élections alors qu'il avait gagné la Seconde Guerre mondiale dans le camp anglais, parce que effectivement il était has-beené et que les Anglais voulaient passer à autre chose après 4 ans de guerre. Donc il est possible qu'effectivement après, même si aujourd'hui Zelensky est vu par la population ukrainienne comme un héros, entre guillemets, il est possible qu'une fois la paix, si la paix devait revenir une paix totale, eh bien il soit balayé et que les Ukrainiens aient envie de passer à autre chose, fondamentalement. Donc tout ça n'est pas, cette vidéo d'aujourd'hui, qui explique que la Turquie, effectivement, devrait tirer son épingle du jeu, en tout cas l'ambition de tirer son épingle du jeu, n'est pas incompatible avec les précédentes vidéos. Il faut avoir une analyse un petit peu profonde, un petit peu complète. Sur cette chaîne, vous avez quand même la chance, voilà, d'avoir une équipe, parce que je ne suis pas tout seul, même si c'est moi surtout qui parle devant la caméra, qui réfléchit sur du long terme, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, si on fait de la géopolitique sur du long terme, c'est pas du court terme, on est payé ni par les uns ni par les autres, c'est une chaîne gratuite qui est complètement indépendante, qui est ni pro-russe, ni pro-ukrainienne, ni pro-américaine, qui est pro-bon sens, simplement la logique politique, naturellement qui est anarcho-identitaire, c'est-à-dire qu'effectivement l'État est un problème parce que l'État est fait pour faire la guerre, on le voit aujourd'hui tous les jours, y compris l'État américain, y compris les États démocratiques, c'est pas parce qu'on est une démocratie qu'on fait pas la guerre. Au XXe siècle, les démocraties ont davantage déclenché de guerre que les dictatures. Même si les dictatures sont abjectes, et la dictature stalinienne ou la dictature hitlérienne ont été naturellement totalement abjectes. Mais les démocraties ont également déclenché des guerres. Je vous renvoie à la guerre du Vietnam, je vous renvoie aux guerres récentes des Américains en Afghanistan, des Américains en Irak, des guerres tout à fait sordides, et aujourd'hui en Ukraine. La guerre en Ukraine qui va être entretenue par les démocraties d'Europe, des pays d'Europe occidentale, mais aussi par les États-Unis,
Donc la démocratie n'est pas la garantie de la paix, bien au contraire. L'État, c'est la garantie de la guerre, qu'il soit démocratique ou pas démocratique. Ça, il faut avoir cela en tête. Et puis, naturellement, il faut être identitaire, défendre son identité et l'identité européenne. Et la question identitaire, aujourd'hui, elle se pose. Les Turcs, eux, défendent leur identité ottomane, identité turco-islamique. Ils jouent cette carte-là à fond. Kadyrov en Tchétchénie, il joue aussi sa carte identitaire. Allah Akbar, voilà, c'est finalement il défend son peuple, il défend son identité, donc il a raison de son point de vue. C'est à nous d'être vigilants par rapport à cela. Et c'est le but, encore une fois, c'est le but de cette chaîne, c'est de prendre du recul et de vous faire réfléchir et de vous donner effectivement une perspective un peu différente de ce que vous pouvez voir sur les chaînes de télévision, BFM et autres, et même sur beaucoup de chaînes YouTube qui en réalité, sur lesquelles on dit, il y a très peu de prospective, il y a très peu d'analyse très profonde, on est dans le divertissement ou dans l'information sans grande profondeur. Voilà, merci à toutes et à tous, je reviendrai vers vous sur ce sujet et sur bien d'autres, et je vous dis à bientôt.